Au programme de toute une histoire aujourd'hui, 13 463. C'est le nombre d'attentats répertoriés en 2014. Ces attaques terroristes ont coûté la vie à 32 700 personnes, soit 80% de plus qu'en 2013. Je l'ai vu survenant de nulle part. Ça a duré très peu de temps et on a entendu des tirs. Nos invités ont directement été touchés par les attaques terroristes qui secouent la France et le monde. Votre fils Imad a été assassiné par Mohamed Merah. C'est un Français qui était terroriste. C'est un Français qui a tué nos enfants. J'ai vu un homme torse nu avec une mitraillette comme ça. J'ai eu très peur. Il était en train de tirer en rafale sur les gens. Vous pensiez à quoi là, à ce moment-là? On va mourir. On va mourir. À leur côté, Samuel Mergui, psychologue, il nous dira comment continuer à vivre après un tel choc. C'est une exposition à un événement qui va changer la personnalité. Il n'y a pas uniquement des symptômes négatifs, source de souffrance, il peut y avoir des symptômes positifs. Ça peut rendre plus jovial, ou ça peut rendre les gens plus téméraires, par exemple. Je peux pas non plus donner la victoire aux terroristes en disant je vais détruire ma vie, la mienne, ceux de mes enfants, pour eux en fait. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. Bonjour Christopher. Bonjour Sophie. Alors Christopher, nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément votre visage, mais vous avez fait la une de l'actualité cet été. Le 21 août dernier, vous étiez à bord du Thalys qui reliait Amsterdam à Paris. Et avec l'aide de 5 autres personnes, vous avez aidé à maîtriser Ayoub El Kazani, soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat dans ce train. C'était il y a à peine 2 mois. Aujourd'hui, vous réalisez, j'imagine, ce qu'il s'est passé. Où ça reste encore un petit peu surréaliste? C'est un peu difficile en fait, ça reste un peu surréaliste, exactement comme vous dites. Vous en faites des cauchemars? Non, je ne fais pas de cauchemars, plus de cauchemars. De temps à autre, j'ai des flashs, j'ai des visions, mais en général, je crois que j'ai réussi à surmonter cet aspect-là maintenant. Alors, à vos côtés, 2 femmes, Nadine et Latifa. Bonjour mesdames. Merci d'être présentes sur ce plateau. Je sais à quel point c'est difficile et douloureux pour vous. Nadine, vous êtes rescapée de la tuerie du musée du Bardo. C'était en Tunisie le 18 mars 2015. C'est particulièrement douloureux car vous y avez perdu votre compagnon Christophe et nous verrons que vous avez encore aujourd'hui beaucoup de mal à avancer dans votre vie et on le comprend bien sûr. Et puis Latifa, le fait d'actualité qui vous concerne est moins récent, mais il reste dans la tête des Français le déclencheur de la période sombre que nous vivons en ce moment. Votre fils Imad était militaire et lui a été assassiné par Mohamed Merah il y a 3 ans. Aujourd'hui, avec votre association, vous vous battez pour la paix et le dialogue interreligieux. Pourquoi avez-vous souhaité être présente sur notre plateau aujourd'hui? Bonjour Sophie, c'était important de raconter aussi cette histoire et c'est un message qui m'a laissé à Imad, mon fils, de refuser de se mettre à genoux et il a voulu mourir à debout et je reste aujourd'hui debout pour passer ce message de paix, de vivre ensemble, le respect de l'autre et que c'est pas ça l'islam. Alors, on va tout de suite se plonger dans vos histoires avec ce petit rappel des faits en images et puis on se retrouve juste après. 13 463. C'est le nombre d'attentats répertoriés en 2014 selon un rapport publié par le ministère des Affaires étrangères américain. Ces attaques terroristes ont coûté la vie à 32 700 personnes, soit 80% de plus qu'en 2013. Ces chiffres alarmants montrent une chose, le terrorisme prend de l'ampleur. Parmi les attaques qui ont touché les Français, celle du tueur au scooter.
Bonsoir à tous. Un seul titre ce soir, le siège continue. L'homme qui a semé la mort à Toulouse et à Montauban est toujours cerné par les policiers du RAID. L'opération a été déclenchée la nuit dernière. Il a 23 ans, il est français, il s'appelle Mohamed Merah, il se revendique d'Al-Qaïda. Il a séjourné en Afghanistan et il envisageait de repasser à l'acte ce matin même. Parmi les morts, Imad Ibn Ziaten, militaire français de 30 ans. Sa mère, Latifa, lutte aujourd'hui pour éviter qu'un tel massacre ne se reproduise. Le 22 mars 2012, après 32 heures de siège, Mohamed Merah est finalement tué par les policiers du RAID. Autre attaque en Tunisie. Cette fois, 2 terroristes armés de fusils et de grenades s'introduisent dans le musée du Bardo de la capitale. Ils tirent à vue et tuent 21 civils. Parmi les rescapés, Nadine, son compagnon Christophe, lui, n'aura pas survécu au drame. Si le nombre d'actes terroristes est en forte hausse, tous n'ont pas une issue tragique. Dans la voiture 12 du Thalys, un homme torse nu, armé d'une mitraillette, fait irruption lors du trajet entre Amsterdam et Paris. Mais rapidement, 6 hommes, parmi lesquels Christopher Norman, parviennent à neutraliser le terroriste. Finalement, l'attaque ne fera que 2 blessés graves. Christopher, nous allons donc débuter cette émission avec vous. Vous êtes anglais et vous vivez en France depuis plus de 25 ans. Pour quelles raisons vous trouviez-vous à bord du Thalys le 21 août dernier? Pour des raisons professionnelles. En fait, j'étais en train de chercher des crédits à l'exportation pour équiper un de mes clients en Ouganda. Donc j'étais aux Pays-Bas et je me rendais chez moi dans le sud de la France. Alors le train roulait environ depuis 2 heures quand vous avez entendu un coup de feu. Est-ce que tout de suite vous avez compris ce qui était en train de se passer? Non, pas tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu un coup de feu, j'ai entendu du verre qui se cassait. Il y a une personne qui court à côté de moi vers le devant du train, parce que moi j'étais face à l'arrière du train. Je me suis levé pour voir ce qui se passait et j'ai vu un homme torse nu avec une mitraillette comme ça qui avançait dans le wagon. Et c'est là que j'ai compris tout de suite ce qui s'est passé. Donc vous avez compris et tout de suite vous avez pris une décision? Non, je n'ai pas pris de décision tout de suite. En fait, ma première réaction était d'essayer de me cacher en dessous de mon siège. Pour être tout à fait clair. Vous avez eu peur? J'ai eu très très peur, il n'y a pas de question. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu Alec, qui est un des Américains, qui disait « Get him, Spencer ». Et j'ai vu que les gens étaient en train d'agir. Donc je me suis levé à ce moment-là et je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'essayer de maîtriser la personne qui était en train d'essayer de nous tirer dessus. Il vous a fallu combien de temps pour le maîtriser? Je pense que ça a dû durer quelque chose comme 2 ou 3 minutes, mais le temps passait très vite. Il hurlait, l'homme? Il se débattait? Il était complètement silencieux. Et il se débattait? Il disait rien. Il se débattait initialement, mais une fois que c'était clair qu'il ne pouvait plus bouger avec 4 hommes sur lui, non, il ne bougeait plus. Vous avez l'habitude de vous battre, vous? Non. Mais il faut dire que je suis... vous êtes costaud? Je suis costaud et je suis éducateur dans une école de rugby dans le sud de la France. Et voilà, vous avez déjà participé à des mêlées? J'ai déjà participé à des mêlées à plusieurs reprises dans ma vie, oui, tout à fait. Alors nous allons d'abord saluer votre courage et puis saluer Samuel Mergui. Vous êtes psychologue clinicien. C'est un récit glaçant que vient de nous livrer Christopher. Et on s'est déjà tous, au moins une fois dans notre vie, posé cette question. Comment est-ce que je réagirais si j'étais confrontée à une telle situation? Christopher dit qu'il n'est plutôt pas courageux dans la vie. Enfin là, il a quand même pris la décision assez rapidement. Comment vous expliquez qu'on puisse réagir tous différemment face au danger? En fait, pour bien comprendre le phénomène, il faut distinguer l'anxiété de l'angoisse. Pour le dire plus simplement, l'inquiétude de la panique, par exemple. Et en fait,
l'anxiété, elle ne sert pas à rien, elle sert justement à se protéger, à anticiper, à se préparer à affronter l'angoisse. Et ça peut expliquer que certaines personnes anxieuses vont finalement retrouver des ressources dans une situation de grand danger et ne vont pas céder à la panique. Je vous ai entendu tout à l'heure, juste avant l'émission, dire j'ai le trac. Voilà, c'est un exemple. Ça, c'est de l'anxiété. Et c'est justement. Donc c'est bon en fait. C'est bien ce que je pense. Il vaut mieux avoir le trac avant de faire une émission. Ouais. Mais c'est vrai, ça met en condition et on est plus concentré. Donc, alors, vous pensez que ceux qui sont anxieux s'avèrent être les plus courageux face à ce type d'épreuve? En fait, c'est pas la seule piste explicative, mais effectivement, c'est une défense qui a son utilité. Ça va pas toujours être efficace, mais ça va être effectivement un moyen de conserver ses ressources dans une situation stressante. Et c'est le même phénomène qui va expliquer partiellement que certaines personnes ne vont pas être traumatisées, elles vont être résilientes parce qu'elles auront pu anticiper. Alors donc celles qui en sont incapables et qui restent complètement anesthésiées face au danger, sont lesquelles alors? C'est très difficile de répondre à cette question-là, puisque une même personne ne va pas forcément réagir de la même manière dans une autre situation. Oui, c'est ça. Ça dépend du contexte précédent. Ça dépend des ressources psychiques qu'on va avoir à ce moment-là. D'accord. Effectivement, Christopher nous disait que son premier réflexe, ça a été de se protéger. Et c'est un réflexe de préservation. Et vous auriez fait quoi? Moi, j'aimerais pouvoir me dire que j'aurais fait la même chose. J'en suis pas du tout convaincu, bien sûr. Voilà, j'aimerais y croire. Je sais pas. Alors, je dois dire que je ne suis même pas sûr que dans la même situation, j'ai réagi de la même façon. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en fait, parce qu'il faut analyser tous les paramètres. Il y a aussi le fait que cet Américain vous ait dit plaque-le. Et voilà, ça aussi, ça vous a incité. C'est ça qui a galvanisé tout le monde, je pense. Alors, une fois que l'homme a été immobilisé, vous avez réalisé que certains d'entre vous étaient blessés quand même. Est-ce qu'il s'agissait de blessures graves? Oui, en fait, il y a Marc Mougalien. Je sais que c'est Marc Mougalien maintenant parce que j'ai eu les informations après l'événement. Qui a été grièvement blessé. C'est un Français, un franco-américain, qui était dans le train aussi. Et c'est lui qui a essayé d'abord de désarmer l'homme quand il est entré dans notre wagon. Apparemment, il y avait quelque chose qui s'est passé avant, mais je ne suis pas vraiment au courant de cette partie-là. Où, quand il est sorti des toilettes, il y a un autre Français qui essaie de l'accoster aussi. Donc, il y a un coup de feu qui est parti. Il y a le coup de feu qui est parti à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à être conscient que quelque chose n'allait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, il était blessé comment? Il était blessé, il avait une balle qui lui a traversé le coude, en fait le cou, pardon, qui est sorti par l'omoplate. De l'aorte, quoi. Et il a, en fait, je crois que l'aorte était touchée. C'est ça. Un peu pas l'aorte, mais le carotide. Ouais. Donc ça saignait beaucoup? Ça saignait énormément. On avait très peur pour lui. Et puis, il y a Alec, qui est un des Américains, qui est allé le regarder pendant que moi, je plaquais le terroriste. Et qui a dit, il est vraiment mal touché. En fait, il est vraiment mal. Et c'est à ce moment-là que Spencer, qui était déjà blessé, il avait 3 coupes très profondes dans le cou. Coupe en fait, il y avait un couteau, oui. Le type avait un couteau aussi. Donc il avait 3 entailles profondes. 3 entailles profondes. Et puis, il a dit, laisse-moi intervenir. Je suis formé j'ai une formation médicale. Celui qui avait 3 entailles dans le cou. Celui qui avait 3 entailles dans le cou et aussi qui était en train de perdre, en fait, qui avait la pousse extrêmement endommagée. En fait, il a dû être, les ligaments ont dû être reconstruits après. Ce gars-là a avant tout pensé à l'autre, alors que lui-même était en danger. Tout à fait. C'est quand même... Et c'est lui qui a réussi à arrêter l'hémorragie. Et c'est lui qui a gardé son doigt dans la blessure pendant 30 minutes, les 30 minutes que ça nous a pris entre le moment, entre l'incident et l'arrivée dans la gare d'Arras. Je ne sais pas si c'était 30 minutes ou 20 ou je ne sais pas combien de temps c'était parce que c'était très long. Alors, le lendemain soir seulement, vous avez retrouvé votre famille. Pourquoi si tard? Parce que d'abord, c'était déposition pour la police locale et puis après ça, l'SRPJ est venu aussi reprendre toutes les informations. Et ce n'était pas inutile parce que dans le premier cas, moi, je jouais le rôle d'interprète pour les Américains
pour leur déposition. Et après ça, ils voulaient prendre ou avoir une vision un peu plus synthétique, je pense, de ce qui s'est passé réellement. Donc, on a passé tout le samedi aussi dans des debriefings, dans des... Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans le train, ces Américains? Ils étaient en vacances. Ah bon. Simplement. En fait, il y en a un qui est revenu de l'Afghanistan. Il pensait venir en Europe paisible. Et puis il m'a dit que j'ai jamais eu, j'ai jamais eu un truc comme ça en Afghanistan. Ouais, ça c'est clair, j'imagine. Donc ça c'est Alex, c'est la personne au centre là. Alors donc, on va oui, accueillir celle que vous avez retrouvée le lendemain soir, qui a dû se faire beaucoup de soucis. C'est votre femme, Martine, qui va nous rejoindre. Bonjour. Prenez place. Alors Martine est anglaise ou française? Rien du tout, je suis luxembourgeoise. Ah bon, ni l'un ni l'autre. Comment avez-vous pris connaissance de cette attaque déjouée dans le Thalys? J'ai allumé la télévision pour écouter les nouvelles du 20h. Et la première information, c'est le Thalys qui arrive d'Amsterdam est dévié en gare d'Arras. Vous saviez que votre mari... je me suis dit, à tous les coups, il est dans celui-là. Ouais. Bon, alors je n'ai pas écouté le reste, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je l'ai eu tout de suite. Et donc, j'ai dit, est-ce que tu es dans le train dévié? Il me dit oui. Et j'ai aidé à l'arrestation du terroriste. Et c'est là que moi, j'ai réalisé que si on avait dévié le train, ce n'était pas pour un problème technique, ça n'aurait pas fait la une du 20h. Ça vous a étonné que votre mari soit aussi courageux? En fait, moi, non. C'est lui qui dit ça, mais moi, pour moi, ça ne me fait pas vraiment de doute. Je le voyais très bien réagir comme ça. S'il n'était pas intervenu, lui et ses amis américains, bon, effectivement, ça aurait pu être dramatique. Bon, ils ont eu la bonne idée de faire ce qu'il fallait. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce traumatisme revienne de manière, comme un boomerang et vous accable un peu parce que là, vous avez l'air de très bien alors, je vais être honnête, le surmonter. Je vais être honnête, pour le moment, le train, par exemple, je ne vais probablement pas prendre le train pendant plusieurs mois. Ah, quand même. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir s'il y a un bang ou quelque chose comme ça dans le train. Enfin, je ne sais cela pas. dit, et l'avion, vous le prenez? L'avion, je le prends, oui. Ouais, en fait, on est arrivé là. Oui, la même chose peut arriver là, mais il y a un peu plus de contrôle dans les avions, je pense. Ouais. Ah oui, vous vous dites ça. Oui. Ouais. Donc quand même, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces, il n'y a pas de question. Samuel, c'est normal que ça laisse des traces. Normal. En fait, c'est pas une question de normes, mais effectivement, dans votre situation, en fait, pour l'instant, il est peut-être encore trop tôt. On n'a pas assez d'informations pour pouvoir dire si vous avez réellement développé des symptômes traumatiques. Il est possible que vous soyez résilient, c'est-à-dire que vous avez la capacité de développer des ressources qui vont vous permettre de surmonter cet événement. Moi, les questions que je me pose, c'est par exemple les flashbacks que vous avez évoqués. Est-ce que vous avez l'impression de les contrôler, vous vous en rappelez quand vous en avez envie, ou est-ce qu'il y a une dimension intrusive? Est-ce qu'ils viennent s'imposer à vous, par exemple? Ils ne viennent pas tellement s'imposer à moi, non. D'accord. Il y a des moments où je me pose la question, qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, là, c'est typiquement quand quelqu'un me parle de sujet. Donc ça, c'est le genre de choses qui vient quand on soulève la question de ce qui s'est passé dans le Thalys. Et en quelque sorte, j'essaie de l'écarter de ma vie, mais en même temps, je ne peux pas parce que tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait que je suis intervenu là. Donc, je suis en train d'essayer d'apprendre à vivre avec ça. Donc ça peut être aussi assez persécutant, finalement. Là, le regard social, finalement, n'est pas forcément quelque chose qui va vous aider à reprendre une vie normale. En fait, il faut pas le voir comme ça. Je pense par contre que je dois apprendre à vivre un peu différemment que simplement oublier. Oui, alors c'est ça mon autre question. Si vous deviez comparer le Christopher avant cet événement et le Christopher aujourd'hui, vous diriez que vous êtes différent comment? Il a changé, Martine? Vous le trouvez changé? Il est plus jovial. Ah bon? Oui. Je trouve qu'il profite plus de la vie. Alors, il y a des choses où avant il disait on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Maintenant, on peut tout lui proposer, il est toujours d'accord. Pour moi, ça me va. Alors ça, c'est une des particularités du syndrome de stress post-traumatique, c'est qu'il n'y a pas uniquement des symptômes négatifs, source de souffrance, il peut y avoir des symptômes positifs.
C'est un événement, c'est une exposition à un événement qui va changer la personnalité, mais effectivement, ça peut rendre plus jovial, ou ça peut rendre les gens plus téméraires, par exemple. C'est ce qu'on appelle la traumatophilie, se mettre en situation dangereuse. C'est pas forcément un symptôme positif dans la mesure où on va se mettre en danger, et on peut mettre aussi les autres en danger, mais ce n'est pas source de souffrance. Alors, plus jovial, on rit, on sourit, on essaie de prendre la hauteur. Pour vous, mesdames, j'imagine que c'est cruel, peut-être, d'entendre des rires là où vous, des personnes très chères à votre cœur, y ont laissé la vie. Donc, évidemment, j'essaie de faire la part des choses et on pense tous, évidemment, et à votre enfant et à votre mari. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez entendu ce fait d'actualité, Latifa? Sans mon fils, Ouais. c'était très difficile parce qu'on n'était pas en France. Mon fils, il nous a payé un voyage de partir en Turquie. Et on est parti vendredi et mon fils s'est fait assassiner le dimanche. Et c'est mon fils qui m'a appelé le grand de me dire « Maman, il faut rentrer d'urgence ». J'ai pas compris, alors je dis « Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à la maison ?» Non. Est-ce qu'il y a quelque chose à tes frères arrivé? Non. Il faut que tu rentres. J'ai insisté et puis mon mari me dit on attend jusqu'à demain matin. J'ai dit non. Depuis hier, j'ai une boule qui est là. Une prémonition. Voilà, j'ai quelque chose que j'ai senti, même d'être sur un musée ce jour-là et je voulais faire une prière et la seule prière qui est sortie, c'était sur Ahmed. Ça vous arrive souvent d'avoir des prémonitions comme ça, de Oui. sentir les choses? Oui, mais là, c'était pire parce que ça a commencé le samedi, je n'étais pas bien. Et le dimanche matin, mon mari me dit, c'est parce que tu n'aimes pas. J'ai dit non, je ne me sens pas bien. Et voilà, le drame est arrivé. Le moment que je faisais cette prière, à 17h, c'est l'instant d'une mère, je pense que, voilà, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais... Et je comprends. Voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, qui voilà. se ressentent. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. Tout à fait. Nadine, vous aussi, vous avez été victime du terrorisme. C'était en mars dernier au musée du Bardo, en Tunisie, ce jour-là. Vous étiez en escale, vous étiez en train de faire une croisière avec votre compagnon, Christophe. Comment se déroulait cette journée? Cette journée s'est déroulée... le matin, très bien, nous sommes partis voir les souks avec notre guide Mourad. On a ri comme des enfants. On a passé une bonne matinée. Nous sommes allés dans le car pour aller au musée Bardo. Donc nous sommes rentrés au musée et on a fait connaissance, bien sûr, avec des gens sur le bateau et la veille en Italie. Et vous étiez un groupe? On était un groupe. De combien de personnes? À peu près 35, 40. Notre guide nous faisait bien rire avec des blagues. Et nous avons visité les pièces du bas. Nous sommes montés à l'étage. Une fenêtre était ouverte et on a entendu des tirs. Bien sûr, on n'en a pas l'habitude, mais c'était assez soutenu. Quand une personne est allée voir, et je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, elle est revenue voir Mourad en disant sûrement il y a quelque chose de grave. J'y suis allée, donc effectivement, il y avait quelque chose qui se passait. Voir à la fenêtre, Et vous avez vu quoi? Un homme tranquillement en train de prendre une mitraillette dans son coffre. Je suis repartie tout de suite, ça a duré très peu de temps. Et j'ai dit à Christophe, qui était en train de prendre des photos, j'ai peur. Vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à du terrorisme tout de suite? Oui. Il était habillé comment, cet homme-là? En noir. Avec une cagoule? J'ai vu le corps surtout. Ça a été très vite. Vous n'avez pas pensé à des policiers ou à des gardiens, des membres de la sécurité? Pas du tout. Vous avez pensé à ça directement? Tout de suite, oui.
Et Christophe était en train de prendre des photos, donc il m'a dit, t'inquiète pas, comme il y a le Parlement à côté, on est bien protégé, il n'y a pas de souci. Donc lui a pensé à ça, à des membres de sécurité. D'autres femmes se sont réunies, on en a parlé, mais très rapidement. Nous, on a compris tout de suite. Mourad était au téléphone. Ça a été une panique. On va l'accueillir, Mourad, puisqu'il est là, le guide dont nous parliez, a fait le déplacement depuis la Tunisie pour être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour. Asseyez-vous. Mourad, vous êtes guide touristique depuis 24 ans. Oui, c'est ça. Et vous étiez en charge du groupe de Nadine le 18 mars dernier. Je vous sens très émue par l'évocation de ce récit. C'est la première fois que vous étiez confronté à ce type de situation, j'imagine? Situation de panique. On voit des gens courir dans toutes les directions. D'ailleurs, même en prenant la décision de s'échapper par des portes à gauche, on voyait en même temps des gens venir vers nous. Donc, une. Deux, j'ai entendu Christopher avec son histoire et comment ça s'est passé. Pour moi, personnellement, je n'ai jamais eu le temps de penser à l'héroïsme, même si après on a découvert qu'on a sauvé beaucoup de vies. Mais c'était aveuglement, comme dire. Et on ne pensait plus au groupe numéro 15 ou au groupe numéro 20. Ceux qui ont pris le choix d'aller par cette porte et non pas par l'autre. Donc, ce que vous leur aviez conseillé? Oui, en disant rapidement. Oui. À gauche. Oui. Donc Nadine, vous avez suivi les conseils, vous êtes allée à gauche et vous vous êtes retrouvée à quelques mètres seulement d'un terroriste. Oui. Où se dirigeait-il? Alors, moi, quand je l'ai vu survenant de nulle part. Il était en train de tirer en rafale. Et sur les gens? Sur les gens. J'étais en face, en fin de compte, c'est une espèce de grand patio. Ouais. Avec des... Donc vous auriez pu vous faire abattre par les balles? Oui, j'ai senti d'ailleurs une balle me chauffer la cheville. Et une fraction de seconde, je l'ai vu. Et il m'a regardé et il tirait en rafale. Dans son regard vide. Vous pensiez à quoi, là, à ce moment-là? On va mourir. On va mourir. C'est un regard qui doit marquer. Oui, à vie. J'aurai toujours ce regard. Un robot. Un robot? Oui. Et puis l'odeur? Ah, cette odeur, oui. L'odeur de quoi? De poudre, de pierre qui chauffe, puisqu'il tirait en même temps dans la balustrade qui était en pierre. Et je me suis retournée une seconde fois. Il marchait tranquillement pour aller dans une autre pièce, comme si il se promenait. À quel moment vous avez réalisé que votre compagnon n'était pas là? Sur le patio, je l'ai vu, il s'est retourné, voilà, comme les gens étaient dans tous les sens. Et j'ai vu son dos partir. Donc je me suis dit, il va retourner, puisque moi j'étais derrière Mourad, derrière Laurent et Christelle, d'autres personnes. Il va se retourner, il va nous suivre. Vous l'avez appelé? Ah oui. Quand on était dans l'escalier bloqué, oui, je l'ai appelé. Et il vous a entendu? Il s'est retourné? On s'est retrouvés dans un escalier, une issue de secours. Oui. Et quand je me suis retrouvée dans cet escalier, je me suis retournée, mais au bout d'un moment, puisque j'étais figée,
J'ai pas entendu de gens hurler non plus, figés pendant combien de temps, je ne sais pas. J'ai pu me retourner et pas de Christophe. Et c'est là où j'ai hurlé son nom. J'ai voulu remonter, on m'en a empêché, puisqu'on était... Voilà, les tirs étaient en bas, les tirs étaient en haut, ça tirait de partout. Et une Tunisienne qui était voilée, en noir, est venue. Vous avez discuté tous les deux? C'est elle qui nous a montré la sortie Oui. par la porte de l'administration. Pardon. Donc là, elle vous a fait passer par cette sortie. Elle nous a indiqué une porte que personnellement, pour être honnête, je ne connaissais pas. Mais tous ceux qui nous ont suivis sont sortis elle vous a indemnes. sauvé la vie. Oui. Et on était avec un autre groupe italien, avec un collègue, en tout, entre 60 et 80 personnes ont pu s'échapper avec nous par la porte de derrière. Donc vous vous êtes retrouvé à l'extérieur. Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de votre compagnon? Non. Non, aucune nouvelle. Mourad nous a emmenés à une sortie en courant, très vite. Dès qu'on a quitté la porte de l'administration, il y avait déjà les policiers et l'armée qui encerclaient le musée. Donc j'ai dû faire montrer la palette avec le numéro du groupe, etc., faire signe aux soldats pour qu'ils ne tirent pas dessus. Vous avez des souvenirs de tous ces moments-là? Qu'est-ce que vous aviez en tête, vous, Nadine? Voilà, je me souviens plus de cette porte de sortie. J'ai des trous de mémoire. Je me souviens plus de tout. Alors, ça me fait du bien de revoir Mourad parce que ça me remémore des choses que j'avais oubliées. Mais vous deviez être obsédée par l'inquiétude concernant votre compagnon. Ah oui. Vous êtes retrouvée par la suite dans votre chambre d'hôtel, toute seule, obsédée, j'imagine? On est resté oui. toute la journée Oui. au port. Oui. Donc personne ne voulait rentrer sur le bateau. Et il y avait... Pourquoi vous ne vouliez pas rentrer sur le bateau? On attendait pour voir ceux qui voilà. se sont sortis indemnes, Ouais. puisqu'il y avait plusieurs navettes qui ramenaient les touristes. Donc vous attendiez du musée. ceux qui revenaient avec l'espoir que Christophe serait parmi eux. Christophe. Au fond de vous, vous pensiez quoi? Il était parti. Je le savais. Mourad me rassurait tout le temps. Mais je savais au fond de moi qu'il était parti. Donc vous avez attendu. Oui. Les voitures se sont succédées et il n'était jamais à l'intérieur. À quel moment vous vous êtes résolu à comprendre qu'il n'était plus en vie? Ou est-ce qu'on vous l'a appris? Alors, je suis rentrée à l'hôtel puisque on m'a demandé de vider ma cabine sur le bateau. J'avais pas envie puisque je pensais qu'il allait revenir. J'ai fait un déni, je pense. Enfin, bon. C'est-à-dire pour que le bateau puisse repartir, ils vous ont demandé de vider partir. votre cabine? Voilà. Ce que j'ai fait pour aller à l'hôtel, on m'a accompagnée. Donc Christelle et Laurent sont restés très longtemps avec moi. Mourad aussi. Il m'a fait voir ses photos de famille en attendant. Ils ont été très gentils. J'entendais par mes collègues qu'il y avait des morts. Et elle me disait de traduire. Il n'y avait pas uniquement Nadine, il y avait beaucoup de touristes. Je mentais. Je ne disais pas la vérité. Il n'y a pas de problème, c'est quelques blessés. Parce que pour moi, c'était difficile même de penser qu'il y a des morts. Finalement, on vous a annoncé? Donc, je suis allée dans la nuit à l'hôtel avec David, qu'on avait connu, avec son petit garçon. Sa femme était grièvement blessée, il ne savait pas. Donc, on est parti
tous les trois à l'hôtel avec son petit garçon à Tunis. Je n'ai pas dormi, je ne me suis pas lavée, j'ai dormi habillée. Le lendemain matin, pas de nouvelles. Et c'est seulement, il me semble, en soirée, qu'une femme est venue me chercher. Ça veut dire attendre encore toute la journée? C'est horrible. Et elle m'a emmenée dans une salle de réception. Donc, vous saviez ce qu'elle allait vous annoncer? Oui. J'ai hurlé. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Égoïstement, peut-être, peu importe. Je suis restée un quart d'heure. Cette femme est restée avec moi. Et je me souviens avoir dit à la dame qui m'a annoncé, mais c'est pas lui. C'est pas lui qui est mort. Comme si vous vouliez remonter le temps? Oui. Et gommer toutes ces heures qui s'étaient écoulées? Oui. Ce qui est très compliqué pour Nadine, c'est qu'en fait, c'est une double épreuve. Il y a la situation traumatique, mais aussi le deuil. Et donc, difficile de démêler ce qui a provoqué, quel événement provoque quel effet, mais... c'est un mélange. Voilà. Et effectivement, la sidération fait partie du début du travail de deuil, mais à ce moment-là, on peut supposer que vous étiez totalement perdu dans une situation totalement inhabituelle et tragique. Vous dites que votre voix a changé. Oui. À partir du moment où vous avez hurlé. Hurlé, oui. Vous êtes cassé la voix. Je pense que oui. Cela fait 7 mois. Oui. Que vous avez perdu votre compagnon. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avancer dans votre vie? Alors, j'ai avancé après, j'ai cru. Et voilà qu'au mois d'août, ça a été encore pire. Je me suis recauchemar. Je l'entendais. J'avais son visage vers moi la nuit. Et je me suis retrouvée à la limite pire que quand je suis partie. Vous vous êtes fait aider psychologiquement? Oui, alors, bon, j'ai vu pas mal de psychologues. Il n'y a pas eu de contact. Et une psychiatre m'a dit d'essayer de faire des séances de MDR, ce que j'ai fait. Et ce qui me fait du bien, ça me permet de... Vous voyez, j'ai raconté la fenêtre sans pleurer. Voilà, j'ai des... Ça vous permet de revivre ce que vous avez vécu. Ça consiste en quoi, précisément, le MDR? Alors, le MDR, c'est une méthode qui est plus ou moins dérivée de l'hypnose et qui est très adaptée pour la prise en charge des traumas. Oui. On va agir sur la reviviscence traumatique, sur les flashbacks. Voilà. L'objectif, c'est de séparer la pensée, la représentation, en fait, des émotions. L'objectif, c'est en fait de vous aider à continuer à vous souvenir, mais sans en souffrir. Voilà, tout à fait. Et c'est effectivement une méthode relativement efficace, efficiente. Quel conseil on pourrait lui donner à Nadine pour lui permettre de surmonter, de vivre, ouais, alors, de continuer à vivre malgré ce drame? Donc pour la dimension traumatique, effectivement, vous avez fait un bon choix de méthode qui va être adapté à votre situation. Moi, je me préoccupe plus là de votre situation de deuil. Et je me demande justement où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, par rapport à votre mari. Est-ce que vous vous autorisez à lui parler, par exemple? Ah oui. Est-ce que vous le faites à voix haute? Ça peut m'arriver. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut faciliter. C'est quelque chose dans certaines formes de psychothérapie qu'on appelle l'interpellation directe. On va s'adresser directement à la personne absente. Pas besoin d'être en thérapie pour le faire. Vous pouvez aller sur sa tombe, vous servir d'une photo ou d'un objet qui lui appartient. Non, pas la tombe. Pourquoi pas la tombe? Pourquoi vous ne souhaitez pas? Il y a 2 choses. Je vous ai entendu dire que vous n'aviez pas souhaité aller le voir à l'hôpital. Et là, vous ne souhaitez pas aller sur sa tombe? Je l'ai vu à l'hôpital. Vous y êtes allée finalement? Je suis allée le lendemain matin. J'ai eu du mal, mais je me suis dit, je vais le regretter. Parce que je ne voulais pas
qu'il meure. Et heureusement, une psychologue de là-bas m'a dit, vous allez le regretter. Et les obsèques, vous y êtes allé? Non. Pourquoi? Je suis allée 8 jours après avec mon fils au rapatriement du corps. Ça me faisait énormément de choses. J'étais rentrée de Tunis à peine 8 jours avant. Donc mon fils et ma belle-fille m'ont aidée pendant 8 jours. Et vous voyez, je ne conduisais plus, je n'y arrivais plus. Je faisais pas 100 mètres à pied. J'étais fatiguée, usée, plus de jambes. C'était de trop. Et pourtant, on pourrait se dire que c'est une manière de dire au revoir? Pour moi, je l'ai embrassé à Tunis. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Il m'a écoutée. Et il m'a répondu. Voilà. Alors, comment il vous a répondu? Il m'a répondu, je l'ai entendu. Oui, c'est tout l'intérêt, effectivement. On ne sait pas en réalité si vous attendu ou pas. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que vous, le fait de vous adresser à lui, au bout d'un moment, il y a des réponses qui émergent. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles vont vous permettre effectivement d'avancer. C'est important de pouvoir tout lui dire. Certainement qu'il y a encore d'autres choses que vous pourriez lui exprimer. Ça peut être vos sentiments, ça peut être ce qui vous retient aussi. Ça peut être des tas de choses parce que vous êtes dans une situation où vous allez avoir besoin d'exprimer tout ça pour pouvoir vous retrouver vous-même. Et je reviens sur cette histoire de tombe. Bien sûr, il n'est pas du tout question de vous forcer. Il y a un temps psychique en fait. Donc il n'est pas question d'aller plus vite que la musique, mais peut-être que c'est une forme d'évitement. Et que, au bout d'un moment, vous arriverez à ne plus éviter, à pouvoir affronter certaines situations qui, pour l'instant, sont trop douloureuses. Voilà, tout à fait. Alors, au cours de la préparation de cette émission, nous sommes entrés en contact avec les proches de Christophe. Émilie, sa fille aînée, a accepté de répondre à nos questions pour rendre hommage à son père. On va regarder ces images et puis on se retrouve après. Près d'Alençon, dans l'Orne. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vous pourriez décrire votre père? C'était vraiment une personne aimante, très entière. On pouvait compter sur lui. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Il était toujours prêt à rendre service. Il était vraiment à l'écoute de son prochain. Je suis la fille aînée. De plus, j'ai travaillé 4 ans à ses côtés. Donc forcément, entre la relation père-fille et aussi la relation avoir la même passion, avoir les mêmes envies, avoir la même vision des choses, forcément, ça rapproche énormément. Et comment vous avez appris le décès de votre père et vous faisiez quoi à ce moment? J'ai été appelée par mon mari au travail. Il m'a dit, écoute ma chérie, il faut que tu sois forte, je suis pas sûre, mais je viens de recevoir un texto qui indiquait que ton papa serait peut-être décédé dans un attentat à Tunis. Je me suis dit, c'est pas possible. Pour lui, c'était des pays où il était interdit d'aller par rapport à la conjoncture, malheureusement, qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Aujourd'hui, on sait que la sécurité au sein du musée Bardot n'était pas assurée. Est-ce que vous en voulez à l'État tunisien? Oui, car avec une surveillance telle qu'il aurait dû être, aujourd'hui, les choses auraient été forcément différentes. Avant le rapatriement du corps de Christophe en France, Émilie s'est rendue en Tunisie pour voir son père une dernière fois. Jamais j'aurais pu penser voir un visage avec autant de souffrance et de peur. Et ça, c'est horrible. C'est horrible de vivre avec cette image-là. Même si je sais que ce sera difficile de retourner en Tunisie, mais j'aurais besoin de retourner là-bas. Si pour Émilie, la blessure reste ouverte, elle sait que la vie doit continuer. Je peux pas non plus donner la victoire aux terroristes en disant je vais détruire ma vie, la mienne, ceux de mes enfants, pour eux en fait. Et vous, Nadine, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Christophe s'il était toujours là? On a été heureux.
on est heureux. Et qu'il faut qu'on en profite. Qu'il sera toujours avec moi. Et Vous parlez de lui au présent, toujours? Oui. Et qu'il me donne sa force. Comment? Qu'il me donne sa force. Mais vous dites on en profite? Oui, ensemble. Aujourd'hui? Il est là? Oui. Samuel? Il y a des théories ethnopsychiatriques qui estiment que les invisibles nous protègent des autres invisibles. Effectivement, le percevoir comme une présence positive qui pourra vous aider, vous accompagner, oui, c'est plutôt une bonne chose. C'est ça, tout à fait. Latifa, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez eu cette prémonition incroyable que les mères en particulier peuvent ressentir. Vous avez su qu'il arriverait quelque chose à votre fils puisque vous aviez fait une prière pour lui alors que vous étiez parti en voyage. Comment l'avez-vous appris, son décès? C'est donc votre fils, votre autre fils qui vous a appelé et qui vous a dit quoi? C'est mon grand-fils qui m'a appelé. Il m'a dit « Maman, il faut que tu rentres en urgence ». Et sans vous dire pourquoi? Sans me dire pourquoi. Et j'ai insisté. Et il n'a pas voulu. Et j'ai dit à mon mari, c'est bizarre pour m'appeler mon fils comme ça, de me dire qu'on rentre, c'est qu'il y a quelque chose. Vous saviez que c'était grave? C'était grave. Et il m'a dit, c'est la nuit. Vous attendez, on attend jusqu'à demain matin. Et moi, il y avait quelque chose à l'intérieur et je suis sortie dans le couloir. Et j'ai parlé avec un monsieur qui est dans l'hôtel. J'ai dit, vous appelez le guide. Et il ne comprenait pas. J'ai dit, vous appelez le guide, c'est urgent. Ce guide, il est venu et j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi. Mais je ne sais pas quoi, mais il faut que je rentre. Et en même temps, j'insiste d'appeler, j'insiste. Et c'est le 4e enfant qui m'a répondu. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Naoufal? Et il me dit, maman, Ahmed, il a été assassiné. Et là, j'ai dit non. C'est pas possible. En France, c'est pas possible. Mon fils, il vient juste de rentrer de mission. Non. Il y a une erreur. Et il m'a dit, mais Naoufal, il m'a dit, maman, c'est l'armée qui est venue à la maison. Alors rentre vite, on a besoin de toi ici. Et c'est là le guide, je n'oublierai jamais ce monsieur-là. Il m'a mis la couverture, je tremblais. Et je donnais mes cartes, je dis prenez le billet. Mon mari il est resté vigile, il ne pouvait plus rien dire. On a fait 2 avions pour entrer. Arrivé à Paris, voir mes enfants, tous, ils étaient... Et malgré tout ça, je disais non. Parce que c'était un grand soldat, c'était un jeune homme qui était fort, qui était intelligent, qui a fait 5 missions, c'était un homme de terrain. Non. Et on est rentré à la maison et le lendemain, il fallait qu'on prenne la route pour Toulouse parce que j'habite à Rouen. Et on était convoqués d'abord au commissariat. Et ça, c'était le plus dur jour que je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire. D'être rendu avec ce policier et on s'est présenté, il nous a mis chacun dans un bureau. Et il faisait l'enquête sur nous. Et je ne comprenais pas, à un moment donné, je dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et j'ai dit, je n'avais rien répondu. Il me dit, juste, je vous demande, est-ce qu'il y a un fils qui peut tuer son propre frère? Je dis, écoutez, je voudrais aller voir mon fils, si c'est vraiment à la morgue ou pas. Et je pense que ce n'est pas le mien. Et ce policier, il me regarde et me dit, oui, c'est le vôtre, madame, qu'il est à la morgue, avec tout froidement. Et je l'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit, mais laissez-moi aller voir si c'est vraiment mon fils, monsieur. Il m'a dit, d'abord, on fait notre travail, après, on va vous laisser partir. Et là, il est 17h et la morgue, elle est fermée. Et votre fils, il n'est pas préparé. Vous attendez demain matin. Et c'est comme ça, madame. Je dis, mais monsieur, je viens, regarde où je viens. Regarde mes enfants comme ils sont. C'est juste d'aller voir si c'est vraiment lui ou pas. Et il m'a dit, vous devez respecter la loi et les règles. Et vous attendez jusqu'à demain matin, madame. Et je n'avais pas d'autre choix de sortir de ce commissariat avec mes 4 enfants et mon mari. Mes enfants, ils me disent, maman, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoutez bien.
Je vous ai élevé, je vous ai tout donné, moi et mon mari. Alors, un seul monsieur, il ne peut pas démolir tout ce qu'on a construit. On attendra jusqu'à demain matin. Et là, on attendait jusqu'à lendemain matin d'aller à la morgue. Arrivé à la morgue, tout de suite, l'infirmière vient me voir et il me dit « Madame, préparez-vous, votre fils, il a eu une autopsie. » Et là, c'était... Là, je me suis mis à crier. J'avais plus de contrôle. Et j'ai dit, donne-moi, qui c'est qui a donné l'ordre de faire l'autopsie sur mon fils, sans demander. Il m'a dit qu'il avait une famille. Il y a ses frères, il y a sa mère, il y a son père. C'était un militaire. C'était quelqu'un qui servait la République. C'est quoi ça? Et là, il m'a donné mon fils le téléphone. Il m'a dit, maman, voilà sa carte sous policier. J'ai appelé. Je dis, monsieur, quel droit vous avez fait l'autopsie sur mon fils sans demander l'accord des parents? Écoutez bien, madame. Ici, ça se passe comme ça. C'est notre travail et c'est le règle. Alors, si vous ne calmez pas, ça vous arrive des problèmes. Vous voyez? Alors, j'ai dit, monsieur, vous avez raison. Parce que ce n'est pas le vôtre qui est dans la morgue, c'est le mien. C'est moi qui vais raccrocher. Et j'ai raccroché parce que j'avais 4 enfants en face de moi. Et j'avais peur pour mes enfants. J'ai été voir Ahmed quand je suis rentrée. Ahmed, il était allongé, il souriait. Et j'ai pris la main et je lui ai dit, Ahmed, sans savoir comment il est mort, sans savoir tout ce que c'est après que je suis, je lui ai dit, le sang qui circule dans mes veines et que je t'aime au monde, je trouverai l'assassin. Je n'arrêterai pas ici, mon fils, je te promets. Et puis voilà, après, l'histoire, ça. Mais c'était très difficile les 4 jours, croyez-moi, d'être une Française des origines marocaines, de faire 4 fonctionnaires et d'être humiliée comme ça. C'est très dur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Qu'on ne peut pas... Elle était française. Elle était militaire. Et ce policier-là, pour lui, c'était qu'un arabe. Et qui s'appelait Ahmed. Oui, je comprends. Vous voyez? Et c'est un Français qui était terroriste. C'est un Français qui a tué nos enfants. Alors, on ne doit pas aujourd'hui juger sur les musulmans. L'islam, ce n'est pas une identité, madame. Ce n'est pas une nationalité. C'est une religion comme l'autre. Il faut être fier que ce qu'on est. Et digne et respect vers l'autre. C'est très important. Vous l'êtes, madame. Et c'est ça le combat que je ramène aujourd'hui. Alors, en avril 2012, vous avez créé, vous, votre association, et j'imagine que pour vous, c'est un moyen de survivre. J'ai fait cette association, vous voyez, pour sa mémoire. Ahmed, c'était plus qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était un confident. C'était un lien très fort avec Ahmed. On voyageait ensemble tous les deux. Il me racontait ce qui se passe, il m'appelait pratiquement tous les jours, comment ça se passe à la maison. C'était vraiment quelque chose. Alors j'ai dit, avant de mourir, sur mot, il m'a laissé quelque chose écrit sur le sol. Je vais trouver quelque chose. Mon mari n'a pas voulu que je parte. Mes enfants, ils n'ont pas voulu. J'ai dit, non, il faut que j'aille à Toulouse voir. Et je me suis trouvée dans cette gymnase vide. J'ai rien trouvé qu'à part les traces de sang. J'ai crié fort. C'est quelqu'un qui peut entendre ce cri. Et je dis là, je vais y aller voir qui il était Mohamed Marrah. Où il a grandi Mohamed Marrah. Quelle éducation qu'il avait et pourquoi ce jeune de 23 ans qui a tué 7 victimes gratuitement. Je voudrais savoir. Et je me suis trouvée dans cette cité. Et j'ai demandé, s'il vous plaît, savez-vous où il habite Mohamed Marrah? 2 fois. Et un jeune qui souriait. Il me dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Mohamed Marrah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux, madame. Je le regardais, je dis, vous êtes sûr que Mohamed Marrah, c'est un héros? C'est un martyr? Vous voyez la dame qui est en face de vous? Je suis la mère d'Ahmed, le premier soldat qui est assassiné.
Vous dites c'est un héros, Mohamed Marrah. Il a mis la France à genoux. Et tous ces jeunes, ils sont élevés. Et au moment donné, je croyais que je vais passer, parce que j'étais seule. Il y en a un qui m'a serré dans les bras. Et il y en a un, il m'a dit, madame, on est désolés. Ils sont retirés leur casquette. Il y en a un qui avait le cigarette, il l'a mis derrière son dos. Ils étaient perdus. Ils me disent, c'est qu'on entend, les gens disent. Mais regardez, madame, on vit. Regardez cette souffrance. La République, qui nous a oubliés. Nous, on n'est rien, on n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne, nous? Aujourd'hui, c'est votre combat d'aller dans les écoles, d'aller voir ces jeunes. Voilà, depuis ce jour-là, et de leur dire qu'il y a un autre salut et une autre solution que celui de tuer et de mourir, soi-disant, en martyr. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit c'est là qu'il faut fonder son association. C'est là. Eux, ils étaient à cause de ma souffrance, mais moi, je vais tendre la main à tous ces jeunes, quel que ce soit sa couleur, de travailler avec eux, de passer un message de paix, de passer un message de valeur, la nuance, de les aider aussi, leur identité. Qui est le parrain de cette association? C'est Jamel Debbouze. C'est un bon parrain? C'est un bon parrain. C'est que mon fils, il adorait Jamel. C'était son idole. Juste un message que vous aimeriez transmettre justement aux jeunes perdus qui nous regardent peut-être aujourd'hui. Vous leur diriez quoi? Je dis, aujourd'hui, il faut garder de confiance en soi. Il faut avancer. Il faut pousser les murs s'il le faut. Vous pouvez réussir. Mais vous ne pouvez pas rester et vous croyez quelqu'un qui va venir vous chercher pour vous aider. C'est à vous de même de voir confiance en soi et d'aller vers l'autre et de chercher et de s'en sortir. C'est très important. Finalement, vous vous dites quoi? Que votre fils est parti injustement, mais que finalement, il est porteur d'un beau message pour les autres. À chaque fois que je sauverai quelqu'un, à chaque fois que je aiderai quelqu'un, il me dégrandira à travers l'association. Et je voyais mon fils grandir. Et ça, c'est plus important pour moi. Bon courage. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Samuel, peut-être une réaction sur le témoignage de cette mère? Une réaction pour Latifa, c'est que certainement que cette enquête que vous avez faite pour retrouver l'agresseur, c'était une tentative de donner du sens à cet acte qui n'en avait pas. Certainement que ça vous a aidé à faire votre travail de deuil, de trouver... Alors, pas des excuses, c'est pas pardonner, mais trouver des explications à ce qui a pu se passer, qui est cet homme, et peut-être aller vers une acceptation du deuil pour pouvoir continuer à vivre, parce que vous auriez pu mourir de chagrin si vous ne trouviez pas une autre issue à ces souffrances. Et puis l'autre chose, c'est ce qu'on appelle la sublimation, une énergie qui est négative, qui est destructrice, et on la transforme en énergie créative, en énergie positive. Et cette association, c'est ce qui, certainement, vous a permis aussi de passer de la position de victime à la position de sauveuse. Et c'est un des meilleurs destins qu'on peut donner à nos pulsions douloureuses. Merci d'être venu nous voir. Bon courage. Merci d'être venu nous voir et d'avoir fait le voyage jusqu'à chez nous. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire le week-end en version féminin. À tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue, dans lequel nous prendrons des nouvelles de Christelle, qui à l'époque de notre émission attendait une greffe du cœur. Elle est en train de se préparer. On la retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien. C'est ça le problème. C'est trop beau. Bonjour les parents. Ce que vous venez de voir n'a rien d'anormal. Ça s'appelle le baby blues. Les crises de larmes en sont l'un des principaux symptômes. Bientôt, au programme d'un nouveau numéro de Toute une histoire, le baby blues comme vous ne l'avez jamais entendu. C'est là où j'ai eu un blocage sur le biberon. Je pense qu'on sous-estime l'implication des hommes, on sous-estime les émotions que vivent les hommes pendant la grossesse de leur femme et après la naissance de leur enfant. J'angoissais à mort. À partir du moment où elle est sortie, c'était ma fille et... On ne pouvait plus la toucher, on ne pouvait plus vous l'enlever. J'allais jusqu'à prendre ma douche et bloquer la porte pour pas que les sages-femmes rentrent. 3 femmes et un homme qui partagent la même histoire et qui ont tous choisi de dédramatiser. Voilà, c'était un bébé.
C'était le mien, il n'était pas particulièrement beau. Il avait un crâne de 50 cm de long. La première nuit, on me l'a emmené pour que je puisse récupérer. Quand j'ai entendu le matin, vers 5 h, les pas de l'infirmière me le ramener, j'étais super contente. Là, je me suis dit, bon, ah ouais, il y a peut-être un truc. Je l'ai vécu avec beaucoup d'humour. Quand je la voyais s'effondrer, moi, ça me faisait rire, je veux dire. Pour la maman, ça peut être très traumatisant, mais alors, pour moi, personnellement, je trouvais ça très drôle. Moi, je voulais pas d'enfant. Et pourtant, toute ma carrière tourne autour de ça. J'en ai fait des BD, je travaille pour les sages-femmes, voilà. Tout tourne autour de la maternité. Give me shelter, show me heart.